Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans ce si joli lieu qui accueille et qui met à l'honneur à la fois la littérature et la bande dessinée, les mots et l'image. Et vous verrez au fil de cette conversation que les mots et les images ne sont pas si éloignés qu'on pourrait le croire. Je pense qu'il sera aussi question de la valeur des mots pour les dessinatrices et de la valeur des images pour les écrivains. D'abord pour une raison très simple, c'est que Zeina Abirached, ici présente, a évidemment fait des bandes dessinées, mais on voit que le texte a une importance primordiale dans son travail de dessinatrice. Ensuite, parce que Leila Slimani, notre présidente, il faut que je le redise, on a encore quelques jours pour le dire, Leila Slimani a écrit le scénario d'une bande dessinée intitulée Parole d'honneur aux éditions Les Arènes. Et au-delà de ça, peut-être que nous découvrirons aussi que dans son travail d'écrivain, Leila Slimani accorde aussi une importance très importante aux images, dans Le Pays des Autres notamment, mais pas seulement. Nous allons essayer de développer tout ça et puis peut-être aussi de réfléchir au rapport qu'entretiennent les femmes d'aujourd'hui à l'art, à la bande dessinée et à la littérature. D'abord, merci infiniment à toutes les deux d'être ici. Ces présences ne sont pas un hasard, elles ne sont pas uniquement dues à l'organisation du Livre sur la place, elles sont dues aussi à une volonté de Leila Slimani d'échanger avec Zeina Abirached. Et peut-être que ce sera d'ailleurs ma première question, Leila, quand nous avons évoqué la possibilité d'une rencontre autour de l'image de la bande dessinée et que je vous ai dit, mais à qui pourrions-nous proposer? Mais ça a été spontané, ça a fusé, vous m'avez dit, mais Zeina Abirached, pourquoi? Bonjour à tous. Eh ben, tout simplement parce que je l'admire énormément. Je vais m'évanouir. Et que dans ma vie, l'admiration est un moteur très puissant. C'est très important pour moi. C'est un sentiment que j'apprécie, et que j'aime rencontrer des gens que j'admire. Et je dirais aussi qu'entre femmes, on n'est pas forcément élevé, quand on est petite fille, à développer ce sentiment d'admiration entre femmes, à s'entraider, etc. C'est quelque chose qui est en train, je trouve, de changer dans notre génération. Mais enfin voilà, moi j'admire énormément Zeina, j'admire son travail, j'admire aussi la femme qu'elle est. J'ai eu l'occasion de la rencontrer, de discuter avec elle, ce calme derrière lequel elle couve une immense intelligence et elle a un art de l'observation comme ça qui est extraordinaire. Et puis, elle raconte des histoires. Alors, tu citais le piano oriental, c'est un très bon exemple. Elle raconte des histoires qui viennent d'un monde auquel je me sens aussi appartenir, qui est le monde oriental, le monde arabe, auquel elle apporte énormément de modernité. Il n'y a pas du tout ce rapport, par exemple, ce côté folklore qui peut, moi en tout cas, me déranger parfois et que j'ai essayé d'éviter aussi dans ma bande dessinée Parole d'honneur. Et ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que Zeina, elle crée des personnages auxquels je m'identifie, et des personnages et des petites filles et des jeunes femmes avec des cheveux frisés. Et moi, quand je lis ces bandes dessinées, j'ai l'impression d'y avoir toute ma place. Alors, presque la même question pour vous, Zeina Abirached, parce qu'il faut savoir que Zeina, jusqu'à il y a à peu près 2 heures, n'était même pas en France, en fait, jusqu'à il y a 3 heures. Vous étiez en Suisse, et quand je vous ai proposé une rencontre avec Leila Slimani, vous m'avez dit, mon Dieu, samedi soir, je suis engagée, je crois que c'est d'ailleurs la fondation Michalski, pour d'ailleurs un très beau projet, mais je veux absolument être là, je prendrai un train, un avion à l'heure qu'il faudra pour être là. À 6 heures du matin. Pourquoi? Mais alors, pourquoi un tel enthousiasme et une telle envie d'être là aujourd'hui? Un peu pour les mêmes raisons. C'est solennel tout d'un coup. Un peu pour les mêmes raisons que Leila vient d'évoquer. J'ai évidemment lu Leila Slimani. J'ai beaucoup d'admiration pour le personnage aussi. Et non, c'était impossible de rater ça. Puis on en parlait un peu tout à l'heure, c'est la première fois qu'on a l'occasion de discuter en public. Donc c'est toujours extrêmement enrichissant quand on a lu un auteur qu'on admire, en plus de pouvoir discuter à bâton rompu avec vous tout à l'heure. Alors, quel rôle joue la littérature, d'abord dans votre vie, Zeina, et peut-être ensuite dans votre travail de dessinatrice? Est-ce que la littérature est quelque chose d'important, voire de fondateur? Absolument. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où j'ai toujours été entourée de livres et de livres d'images, enfin de livres de toutes sortes, des livres d'art, des catalogues d'exposition, des romans, de la poésie, de la bande dessinée aussi.
Donc la littérature a une place primordiale et c'est drôle parce que quand je parle de mon travail, on m'a fait remarquer que je dis souvent je suis en train d'écrire. Je ne précise pas que je suis aussi en train de dessiner. Donc ça part, c'est un peu comme si, il me semble que ça part vraiment de l'écriture au tout début, ou en tout cas de ce désir très fort d'écrire. Et puis très vite dans mon histoire, je me suis rendu compte que j'avais besoin de l'image aussi pour garder une trace de... Alors, au départ, comme mes tout premiers livres parlaient la plupart de mes livres d'ailleurs parlent de Beyrouth, qui était à l'époque en pleine transformation. Il y avait cette urgence de dessiner une ville qui était en train de disparaître pour en garder justement une trace. Et évidemment, ce qui m'intéresse le plus, c'est le rapport du texte à l'image, justement, dans la bande dessinée. Parce qu'il ne s'agit pas évidemment d'avoir une image qui vient illustrer un texte, mais plutôt de construire quelque chose de très intime entre les mots et le dessin. Et ça me passionne. Ça va très très loin, ce rapport au texte et à l'image, puisqu'effectivement, au-delà des bulles et des dialogues, ou de la narration même, il y a même des bruits de son, il y a des effets spéciaux, d'une certaine façon, dans vos albums. On voit cui cui cui, l'oiseau, clac, clac. Mais alors évidemment, c'est très important parce que non seulement c'est de la répétition, mais en plus, c'est dessiné, les bulles sont dessinées de telle manière qu'elles envahissent la page, comme si elles venaient happer le lecteur, et on entend le bruit, Leïla, on entend le bruit que vous voulez faire entendre au lecteur. Donc il y a quelque chose presque de cinématographique dans la manière dont vous employez le langage dans vos albums. Ça m'intéresse énormément de faire entendre le son, la musique, même la musique d'une langue. Il y a certaines pages où j'étais tentée d'écrire l'histoire en arabe, puis je me suis rappelé que ça pouvait nuire à la compréhension. Mais disons que ce qui m'intéresse beaucoup dans mes livres, c'est justement de donner accès à une langue, une musicalité. Dans le piano oriental, en l'occurrence, comme il s'agit de musique, de son, de cet instrument de musique assez unique qui est ce piano oriental, j'avais envie que chaque page ressemble à une portée musicale et qu'en feuilletant le livre, on a l'impression que les notes sortaient d'entre les pages. Et donc, je me suis beaucoup amusée. Alors, il s'agissait aussi de créer un langage graphique qui soit assez cohérent pour qu'on puisse quand même lire l'histoire et de temps en temps lire uniquement les onomatopées et que les deux, évidemment, avec le dessin, les trois, donc, fonctionnent ensemble et ne nuisent pas justement à la compréhension de l'histoire. C'était très amusant à concevoir, un petit casse-tête comme ça de code graphique. Et je dois dire que le noir et blanc permet ça aussi. C'est vrai qu'il y a comme c'est un dessin qui est finalement assez synthétique, j'ai toujours la tentation de broder autour de ce que dit l'image. C'est très drôle parce que ce noir et blanc, en fait, c'est quand on dit noircir des pages, quand on est écrivain, en fait, c'est ce que vous faites en étant dessinatrice. Vous noircissez des pages littéralement. Alors, on va y revenir parce qu'évidemment, vous avez dit plein de choses qui me donnent envie de rebondir, mais justement pour faire le lien avec le travail de Leïla. Déjà, vous posez la question, Leïla, Parole d'honneur, publiée aux éditions des Arènes, je crois que c'était il y a 2 ans déjà. Parole d'honneur, c'est le fruit d'une enquête, mais qui a pris du coup la forme d'un récit, d'une histoire imagée, notamment par Laetitia. Alors on dit Corinne ou Corin, Laetitia Corin. C'est absolument passionnant. C'est une plongée dans la vie sexuelle des jeunes gens au Maroc, hommes et femmes d'ailleurs, dont vous décortiquez autant que faire se peut toute la complexité. Comment est né ce projet, d'abord en tant qu'enquête, et ensuite pourquoi est-ce que c'est devenu un projet de bande dessinée plus précisément ? En fait, tout a commencé au moment où je suis allée présenter mon livre dans le Jardin de l'Ogre au Maroc, qui était mon premier roman. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Adèle et qui souffre d'une sorte d'addiction sexuelle. C'est une femme qui a du mal à contrôler son désir et qui vit des liaisons successives et qui la rendent malheureuse et qui lui donne l'impression qu'elle a perdu le contrôle de son existence. C'est une femme qui ment constamment parce qu'elle est mariée et elle a des doubles vies.
vie. Et quand je suis allée présenter ce roman au Maroc, à la fin d'une des présentations à Rabat, je suis descendue de scène, je suis allée dans un café et une femme s'est assise à côté de moi. Elle m'a demandé si elle pouvait prendre un café avec moi et puis elle a commencé à me parler d'elle. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé le livre et puis qu'elle s'identifiait beaucoup à cette femme, non pas parce qu'elle vivait la même chose ou qu'elle souffrait de la même pathologie, mais parce que, elle m'a dit, parce que je mens tout le temps et que comme toutes les femmes marocaines qui veulent avoir une sexualité, je passe mon temps à mentir. Et elle m'a raconté sa vie. Je suis rentrée chez moi, j'ai absolument tout noté sur un carnet. C'est pour ça qu'il ne faut jamais raconter des trucs intimes à un écrivain parce que honnêtement, il y a des grandes chances que ça se retrouve un jour dans un livre. Et puis je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse quelque chose. Et en fait, ça a été un moment aussi de choc parce que ça m'a amené à réfléchir à ma propre adolescence, à ma propre jeunesse, à la façon dont, à moi, on avait parlé de sexualité, au fait que je vivais dans un pays où c'était interdit d'avoir des relations sexuelles hors mariage, au fait que moi, la plupart de mes amis sont homosexuels et que donc ils vivaient dans l'illégalité. Donc j'ai voulu aller à la rencontre de ces gens et j'ai voulu me souvenir de ce que c'était avoir une sexualité dans un monde où la seule sexualité possible pour une femme est la sexualité conjugale, ou sinon elle est condamnée à la virginité. Donc j'ai publié un essai qui s'appelle Sexe et mensonges. Et ensuite, j'avais très envie de toucher vraiment la jeunesse de mon pays. Et j'avais aussi envie de montrer, parce que c'est très important quand vous parlez de sexualité, en fait, vous parlez aussi d'une géographie. La question sexuelle est profondément une question spatiale, une question géographique. Au Maroc, quand des gens veulent faire l'amour, la première question qui se pose, c'est où ? Où est-ce qu'on va aller ? Alors on va louer un appartement, on va se cacher dans une forêt, on va aller dans une plage. Il y a même des mecs qui louent des camions et il y a des jeunes qui vont à l'arrière du camion. À Tanger, c'est connu, un camion qui fait le tour de la ville et les gens font l'amour dans le camion. Donc parfois il y a une créativité amoureuse aussi qui est incroyable. Donc j'avais envie aussi de montrer ça et j'avais envie de montrer peut-être plus pour le public occidental, que les gens lisant Sexe et mensonges vont tout de suite se faire une image qui les conforte ou qui les rassure en se disant oui, bon, bah, au fond, dans ce pays musulman, dans lequel il y a une forme d'arriération, bon, bah, les gens vivent comme ça. Non, je voulais montrer que tout ça cohabite avec un espace dans lequel il y a de la modernité partout et qu'en fait, cette aliénation sexuelle, elle existe au milieu des grands buildings de Casablanca et tout. Donc, je voulais mettre ces images aussi. Et c'est pas des femmes avec... Parfois, il y a des femmes, comme vous voyez sur la couverture, voilées, qui est venue témoigner avec moi. On a fumé des pétards ensemble. Elle était homosexuelle, elle m'a raconté sa vie. Et à l'inverse, des femmes qui ont tous les atours extérieurs d'une certaine modernité et qui sont très, très conservatrices, qui vont refuser complètement, par exemple, l'homosexualité de leur enfant ou l'idée même de relations sexuelles hors mariage. Donc, l'image permet aussi de montrer ce choc et puis de nous empêcher finalement de tomber dans des facilités, de nous dire oui, bon, bah, je l'imagine, cette nana, elle doit être comme ça. Je voulais créer la surprise. Vous voulez dire qu'il y a une forme de vérité à travers l'image qui permet d'échapper à l'ambiguïté, au malentendu? Ben, je crois qu'on vient aussi d'une région du monde dans laquelle cohabitent beaucoup de contradictions. On vient de pays qui sont par certains aspects assez schizophréniques. Vous dites des choses et que vous ne pensez pas forcément, vous faites des choses que vous ne dites pas, vous êtes d'une certaine manière avec votre famille et d'une manière différente avec les gens à l'extérieur. Donc montrer cette dualité à la fois dans l'espace, dans le vêtement, dans la façon de se tenir, montrer ce que c'est marcher dans une rue d'une ville comme Casablanca, donc montrer ces jeunes femmes qui ont le sentiment qu'elles sont un peu des intrus dans l'espace public, parce que l'espace public, oui, il y a une mixité maintenant, mais malgré tout, elle n'est pas considérée, cette mixité, comme normale. C'est-à-dire, on nous tolère, voilà. Vous avez le droit d'être là, mais il faut bien vous tenir, il ne faut pas fumer dans la rue, il ne faut pas essayer ça. Donc, je voulais montrer ça. Ce que c'est que, pour moi, c'est vraiment la conquête de l'espace public et la conquête de la visibilité. Être visible, se faire voir, vivre dans une forme de transparence. C'est ça, de revendiquer les droits sexuels, c'est dire, je revendique le droit de ne pas mentir. L'image devient une tribune de la même manière que Zeyna choisit l'image pour garder la trace d'un Beyrouth en pleine transformation, voire parfois en pleine disparition. Vous conservez à travers l'image, à l'aide d'une dessinatrice, vous cristallisez des moments de vie pour témoigner d'une certaine façon. Mais d'ailleurs, par exemple au Maroc, il n'y a plus de censure sur les livres. Pourquoi il n'y a plus de censure sur les livres ? Parce que personne ne lit.
parce qu'on a 2% de la population, même pas, qui lit. Donc le livre est considéré comme un objet, on s'en fiche, qui n'a aucune incidence sur les gens. En revanche, l'image fait extrêmement peur. Vous avez encore des films qui ne rentrent pas. Donc je voulais aussi utiliser cet outil parce qu'on a un rapport à l'image qui est beaucoup plus... L'image est considérée comme plus subversive et plus dangereuse que l'écrit. Séna Berached, votre rapport à l'image, est-ce qu'il date de votre enfance? Est-ce que vous avez très tôt compris que ce serait un moyen d'expression pour vous primordial? Et si oui, qu'est-ce que vous avez compris de l'importance de l'image? Et je rebondis sur ce que vient d'expliquer Leïla de son côté. J'ai assez rapidement compris que j'avais quelque chose à faire avec l'image sans vraiment savoir quoi. Donc, dans les années 2000, je me suis inscrite à l'école des beaux-arts de Beyrouth pour faire du graphisme en me disant on verra bien où ça va me mener. Et donc, je me destinais plutôt à une carrière dans la publicité, etc. Et en cours de route, il y a eu ce bouleversement énorme qui a été la reconstruction de Beyrouth. Donc on était au début des années 2000. Le grand chantier qui a été Beyrouth pendant toutes ces années a fait que... Je parlais d'urgence tout à l'heure, mais c'est le seul mot qui me vient à l'esprit, vraiment l'urgence de garder une trace. En parallèle... D'ailleurs, c'est toujours le cas dans les livres d'histoire. Encore aujourd'hui, au Liban, le programme s'arrête en 1975, donc il n'y a toujours pas de travail de mémoire sur ce qui s'est passé pendant la guerre. Il n'y a pas de récit, en fait, de cette guerre civile qui soit transmis, en tout cas, à l'école de récit officielle, disons. Et tout ça a fait que j'ai plongé dans l'image sans en avoir les moyens au début. Je dessinais un peu, mais je m'étais jamais dit que j'allais devenir dessinatrice. Jamais, jamais. Je ne m'en sentais pas capable. Enfin, ça ne m'avait pas effleuré l'esprit. Et puis, je me suis dit, bon, voilà, puisqu'il y a cette urgence de raconter cette histoire qui est toute simple, en fait, qui est celle de la... Enfin, toute simple et très complexe aussi, qui est celle de la transformation d'un quartier, et que j'ai besoin de dessiner, je vais essayer de faire avec les moyens du bord. Et j'ai commencé à me débarrasser de tout ce qui n'était pas indispensable à la narration. Et c'est comme ça que je me suis débarrassée de la couleur tout de suite, en premier lieu. Et donc, en tâtonnant, je me suis découverte... je me suis vue en train de dessiner et en train de prendre plaisir surtout au dessin. Et j'ai construit une image au début très très simple, donc en noir et blanc, avec des formes très, très simples, sans beaucoup de détails. Et au fur et à mesure des livres, le plaisir a grandi, puis la confiance aussi sans doute, et puis peut-être aussi le courage d'aller un peu plus loin, d'essayer des choses que je n'avais jamais essayé, de dessiner par exemple en blanc sur noir. Et ça, je dois dire que les discussions avec les éditeurs sont souvent très, très encourageantes. Il y a certaines planches que j'ai dessinées que je ne pensais pas être capable de faire, mais c'est vrai qu'en discutant, bon, voilà, ça motive tout simplement. Et voilà, donc l'image, à partir de ce moment-là, elle a été indispensable à ma vie. On vient d'évoquer Parole d'honneur avec Leïla. C'est un livre qu'on peut qualifier d'engagé, de militant, au-delà du plaisir de lecture qu'il y a. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs d'être engagé à travers l'art, c'est qu'on peut passer de très beaux messages tout en donnant du plaisir aux lecteurs. En ce qui concerne vos choix de thématiques, Zeyna, alors là en l'occurrence je montre le piano oriental parce que d'abord c'est l'album qui vous a fait connaître du plus grand nombre, et puis parce qu'il est aussi fondateur, me semble-t-il, dans ce que vous racontez, c'est-à-dire que vous retracez l'histoire d'un piano un peu étrange inventé par votre arrière-grand-père, si je ne dis pas bêtise, qui donc... alors, je vais vous laisser nous expliquer un petit peu le concept, parce que je veux pas le déformer, mais vous profitez de cette invention pour vous raconter aussi un petit peu, parce que c'est l'histoire d'une famille, d'une culture, et l'histoire d'une jeune femme qui se découvre pleinement libanaise et pleinement française à travers une langue, mais
Mais tout ça part d'un arrière-grand-père et d'un piano oriental. Alors qu'est-ce que c'est que ce piano? Alors c'est un piano droit qui ressemble à tous les autres pianos droits du monde, qui a toujours habité chez mes grands-parents à Beyrouth. Et toute mon enfance, j'ai entendu les adultes dire « Ah, c'est le piano de ton arrière-grand-père ». Arrière-grand-père que je n'ai pas eu la chance de connaître, donc c'était un personnage un peu éloigné, qui ne me fascinait pas du tout au départ. Et puis un jour, il y a une dizaine d'années, je m'y suis intéressée pour la première fois. Alors je pianote un peu, et donc j'ai voulu voir ce qu'il avait de particulier, pourquoi on en parlait avec cette déférence. Et je me suis rendu compte que c'était un piano, contrairement à ses apparences, que c'était un piano tout à fait unique, parce qu'il était capable de jouer les quarts de ton de la musique orientale. Alors, normalement, à ce stade-là, je demande s'il y a des musiciens dans la salle. Oui, non. Bon. Il y a au moins un directeur d'opéra qui... Oui, au moins. Alors, bon, je vous explique quand même en 2 mots... Sur le clavier d'un piano, l'intervalle le plus petit entre 2 notes est d'un demi-ton. C'est entre une touche noire et une touche blanche. Et entre 2 blanches, c'est 1 ton. Mais dans la musique orientale, on utilise des quarts de ton, donc des intervalles plus petits entre les notes. Et donc, il se trouve que mon arrière-grand-père était accordeur de piano, passionné de musique orientale et passionné de cet instrument. Et il a toujours voulu, enfin toute sa vie, il a voulu jouer la musique orientale sur son piano, ce qui est en fait techniquement impossible. En réalité, ce qu'il aurait pu faire, c'est ajouter des touches au clavier et avoir un clavier extrêmement long pour pouvoir jouer les quarts de ton avec peut-être un tabouret à roulettes pour faire tout le clavier. Mais lui était obstiné et surtout, il ne voulait pas changer l'aspect du piano. Il ne voulait pas en faire une bête de foire. Enfin voilà, il voulait garder l'intégrité de l'instrument. Et donc, il a trouvé un stratagème, un système mécanique, somme toute, qui est assez simple, mais il a mis 10 ans à le trouver et à le mettre au point. Il a remplacé la pédale de la sourdine, donc une des 3 pédales sur un piano droit, c'est la pédale du milieu, par une pédale qui, quand on l'appuie, décale tous les marteaux à l'intérieur du piano. Je ne sais pas si vous visualisez. Et donc, il a ajouté des cordes, évidemment. Ce qui fait qu'en jouant sur le même clavier, quand on appuie sur la pédale, on arrive à jouer cet intervalle plus petit qu'est le quart de ton. Mais c'est pas terminé, parce que quand on relâche la pédale, ça redevient un piano habituel. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est un piano bilingue qui arrive dans une même phrase musicale, quand on appuie la pédale, à faire le pont en fait, entre 2 cultures musicales. Et je me suis dit, c'est un peu comme moi, quand j'ai débarqué à Paris il y a 15 ans, j'ai fait un effort monstrueux pour empêcher les mots libanais de sortir dans mes phrases en français. Et donc je me suis tout à fait identifiée à ce piano. Et voilà, tout d'un coup, c'était la métaphore parfaite pour parler justement de ce bilinguisme et de ces 2 cultures. Alors, je suis certaine, Leïla, que ça vous parle énormément. Moi, d'ailleurs aussi, en tant que grecque, mais c'est extraordinaire. À la fois, alors, c'est un fait réel et en même temps, c'est une allégorie, ce piano, une allégorie de votre vécu, de celui de Zéna, du mien, de tant de gens qui cherchent leur place sur un continent ou sur un autre, dans un pays ou dans un autre, et où au final, on se rend compte qu'avec un peu d'imagination, en fait, on n'a pas besoin ni de se dédoubler, ni de se transformer, il faut juste ajuster. C'est ça? Oui, accorder, voilà, il faut un bon accordeur, mais c'est intéressant aussi la façon dont l'a fait Zeyna, c'est-à-dire dans parce que c'est aussi, voilà, il y a son arrière-grand-père, donc il y a aussi un rapport au passé. Je crois que la grande différence, c'est que pendant une époque, dans nos pays, il y a eu des générations qui étaient assez cosmopolites, qui avaient cette idée que parler français et arabe, c'était une bonne chose, que c'était merveilleux, qu'on allait créer une sorte de nouveaux citoyens qui aurait comme ça cette ouverture et tout. Et ce qui est parfois un peu douloureux, mélancolique, c'est que pour notre génération, c'est un peu différent, parce que d'un côté comme de l'autre, des gens un peu extrêmes considèrent qu'on est d'une certaine façon sommé de choisir. Soit on utilise la pédale, on ne l'utilise pas, qu'on ne peut pas jouer en même temps des airs orientaux et des airs occidentaux. Et je pense que
du coup, c'est quand même assez politique aussi comme propos de dire qu'on peut bien sûr jouer les deux airs et que les deux airs peuvent même être joués presque en même temps, qu'ils peuvent vivre ensemble, qu'ils peuvent être très beaux, ce qui était tout à fait disciple dans la génération de mes parents. Quand on voit même l'époque du grand cinéma libanais, du grand cinéma égyptien, le rapport justement à la musique, à tout ça, même dans cette musique, par exemple cette musique orientale, Farid al-Atrash et tout ça, il y a des sons de jazz, il y a des... Justement, c'est très très syncrétique, c'est extrêmement moderne, alors qu'aujourd'hui, on nous dit non, il faut revenir à une pureté. Voilà, moi j'ai toujours très peur de cette idée de pureté. Je trouve que ce qui est impur est en général très, très intéressant, ce qui est métissé, ce qui est partiel, ce qui est pluriel. J'aime beaucoup cette phrase de Walt Whitman, voilà, qui dit « Je suis vaste, je contiens des multitudes ». Et ben, c'est exactement voilà, le sentiment qu'on a quand on lit le piano oriental, par exemple, c'est qu'on contient des multitudes. C'est très drôle d'ailleurs parce que dans le piano oriental, vous dites à un moment que dès lors que vous avez eu votre nationalité française, vous n'avez plus recherché cette légitimité, cette sacro-sainte légitimité, et tout d'un coup les mots libanais sont sortis. C'est-à-dire que vous êtes lâché d'une certaine façon et vous êtes autorisé, selon la formule consacrée, à être vous-même d'une certaine manière, non ? Tout ça est tout à fait inconscient, évidemment. Mais c'est vrai que le jour où j'ai eu ma carte d'identité française, je me suis rendu compte que je ne m'adressais pas de la même manière à la boulangère, à la poste, aux copains, tout simplement. Et c'est très drôle parce qu'il a fallu que je devienne française pour qu'on se mette à me dire « Ah, mais d'où vient ce petit accent ?» Alors qu'avant ça, on ne m'interpellait pas sur mon accent. Et oui, il y a sans doute quelque chose qui s'est détendu, qui s'est apaisé, puis quelque part j'ai peut-être accepté justement que je n'ai pas besoin de choisir, que je peux être les deux constamment et que c'est pas un problème, qu'au contraire c'est voilà, je commence à bouger les mains aussi et que c'est tout à fait cohérent, audible et intéressant même. Leïla, vous êtes allée à l'école française, donc vous avez spontanément, j'imagine, écrit en français. Quel rapport entretenez-vous sur un plan littéraire et intellectuel à la langue arabe ? Il y a une grande artiste libanaise qui s'appelle Etel Adnan, qui est une artiste que j'admire énormément et qui est une femme qui parle de la langue arabe en disant que c'est son plus grand chagrin intime. Et ben, je dirais la même chose pour moi. J'ai vécu dans une famille plutôt francophone. Mon père était d'un milieu modeste. Il a grandi dans la Médina de Fès. C'était un élève très très brillant qui a été mis à l'école coloniale. Il y avait 3 Arabes, 3 indigènes, on disait à l'époque, dans cette école. Et donc mon père a fait toute sa scolarité en français. Donc finalement, il était habitué à parler tout le temps français. Ma mère était moitié française, donc la langue française, bien sûr, était sa langue maternelle et naturelle pour elle. Et donc mes parents m'ont élevée dans cette langue, mais dans un pays dont la langue était la langue arabe. Donc je parlais l'arabe dialectal, mais en revanche l'arabe classique, c'est une langue que j'ai appris à l'école et je ne saurais pas vous expliquer pourquoi ou comment, mais elle n'a jamais imprimé en moi. J'ai toujours été, alors que j'étais une très très bonne élève, j'avais toujours des notes catastrophiques et je n'arrivais pas à maîtriser cette langue. C'est peut-être lié au fait que j'ai d'abord appris cette langue à travers le Coran et que ça a été très difficile pour moi parce que je ne supportais pas de faire des cours où je n'avais pas le droit de poser de questions et qu'un jour j'ai été frappée par un prof d'arabe parce que je lui ai dit que c'était pas possible parce qu'il y a eu une scène avec le prophète et j'ai dit que c'était pas logique et que ça pouvait pas se passer comme ça et elle m'a dit la logique n'a rien à voir là-dedans et ça l'a un peu mise en colère et donc voilà, je supportais pas le fait d'être dans un cours dans lequel l'esprit critique ne pouvait pas s'exercer. Et mon père, par exemple, quand il est devenu, donc mon père après est devenu homme politique, il est devenu ministre des Finances, il devait faire des discours en arabe, il était incapable d'écrire en arabe classique, donc il a appris l'arabe classique, qui est quand même sa langue, il l'a appris à l'âge de 35 ans, et il écrivait en phonétique pour pouvoir réciter le truc en arabe, parce qu'il ne parlait pas l'arabe. Mais après, je dirais aussi que je considère qu'en fait, l'arabe classique n'est pas ma langue. Ma langue, c'est l'arabe dialectal. Et que cet arabe classique, on a voulu aussi nous imposer et qu'on veut absolument nous enseigner, mais qu'on ne parle pas. Parce qu'il faut imaginer quand même c'est une langue qui est une langue qu'on lit, mais on ne la parle pas. Quand, par exemple, le roi fait un discours au Maroc en arabe classique, personne ne le comprend. Donc c'est une langue qui est...
c'est très très paradoxal le rapport qu'on a à cette langue. C'est la langue paternelle. Voilà. Moi, j'avais une tante qui disait toujours, tu sais, Leïla, moi, je rêve en français et je fais des cauchemars en arabe. Donc, c'était pour vous dire, voilà, il y a un rapport à cette langue qui est un peu compliqué. Ceci dit, pour revenir à Etel Adnan, que j'admire beaucoup aussi, elle a une très jolie formule, parce que bon, elle est née au Liban, elle a vécu aux États-Unis et en France, elle a écrit en anglais et en français, et jamais en arabe, donc, et elle a une œuvre graphique très très riche. Et j'avais lu je ne sais plus au cours de quel expo, enfin bref, j'avais lu quelque part que donc le journaliste lui demandait mais vous qui êtes né au Liban, pourquoi vous n'avez jamais écrit en arabe? Et elle a eu cette très jolie réponse que je lui pique allègrement. Elle lui a dit, mais vous savez, j'écris en français, mais je dessine en arabe. Voilà, petite pirouette. Mais pour ceux qui se demanderaient si l'image est encore une littérature ou pas, nous avons la confirmation, l'image est une littérature, quand elle est bien utilisée. Vous avez cette très jolie phrase justement dans votre livre, « Je tricote depuis l'enfance une langue faite de 2 fils fragiles et précieux ». Et ce que je trouve magnifique, encore une fois, pour parler d'image, je ne sais pas si on va... Oui, si on peut rapprocher un peu la caméra, c'est que justement cette étrangeté, cette façon de vivre la langue, vous arrivez à l'illustrer. C'est-à-dire que tout ce qu'était en train d'expliquer Leïla à l'instant, en une image, voilà, on la voit s'illustrer à travers le dessin. Et finalement, il y a une immense poésie. Je disais que l'image, en tout cas, peut être une littérature. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée, Leïla? Ah bah oui, absolument, absolument. Et puis c'est une manière de tisser aussi. Elles tissent ensemble des choses qui créent un objet original, particulier. Mais l'image est une littérature et la littérature est image aussi. Patrick Modiano dit toujours qu'il y a 2 types d'écrivains, les écrivains de l'oreille et les écrivains des yeux. Il y a des écrivains qui voient les choses. Moi, je fais partie de ce type d'écrivain, c'est-à-dire que quand je commence à écrire, j'ai la scène, vraiment, je vois la scène, je vois les personnages, comment ils sont habillés, comment ils se déplacent, je vois le lieu, et en fait, j'ai parfois le sentiment, exactement comme un peintre qui regarderait son modèle et puis qui se contenterait de copier le modèle qui est en face de lui. Et souvent, j'ai l'impression de ne faire que décrire une vision qui est la mienne. Et à l'inverse, j'ai des amis écrivains, je lui dis, est-ce que toi, tu vois les choses? Il me dit, non, moi, je ne vois rien. Il y a des écrivains qui ne voient rien, qui sont des écrivains de l'oreille, donc qui ont plutôt une musique. Ils sont obsédés par une musique, et c'est sur cette musique que commence à se construire l'histoire. Mais pour moi, tout est image, absolument tout est image. Alors après, est-ce qu'il n'y a pas des sujets qui sont aussi plus propices à ces images? C'est-à-dire que je pense entre Chanson douce, par exemple, et Le pays des autres, mais je dis peut-être une bêtise et vous êtes là pour me corriger, j'ai le sentiment que Le pays des autres se prête 10 fois plus encore à l'image, sachant qu'en plus, Chanson douce, on n'a pas forcément envie d'en avoir des images. Mais Le pays des autres, j'imagine que vous avez dû peut-être même voir en technicolor en l'écrivant, ce livre. Non, dans les 2 cas, il y a de l'image, sauf que le regard n'est pas le même. C'est-à-dire que Chanson douce, j'avais toutes les scènes, je voyais tout, sauf que je le voyais que c'est exactement comme si j'étais dans un laboratoire. C'était beaucoup plus froid comme ambiance. Et j'avais l'impression que mes personnages étaient comme les souris, vous voyez, dans une sorte de laboratoire sous verre. Je les voyais parce que j'avais besoin de garder une distance avec eux du fait de l'effroi et du sujet très très dur. Donc j'avais cette image, mais que je tenais à distance. Et en même temps, même dans Chanson douce, je décris beaucoup les doigts des femmes, la peau des enfants. Je crois que je passe beaucoup par l'image. Et évidemment, pour Le pays des autres, c'est encore tout à fait différent. Et puis dans Le pays des autres, par exemple, aussi, on parlait de la langue. C'est un roman dans lequel il y a beaucoup d'arabe. Il y a beaucoup de mots arabes. Et j'ai fait le choix, par exemple, de ne pas les traduire, de ne pas mettre ni de notes de bas de page et tout, parce que je voulais montrer qu'en fait, voilà, maintenant ils font partie en fait de la langue française, du paysage et tout. Et ce qui est assez marrant, c'est que beaucoup de gens m'ont dit, je ne me suis même pas rendu compte. C'est à la fin que je me suis dit, en fait, il y avait des mots arabes et je me suis rendu compte que je les comprenais, que je connaissais ces mots. Donc j'aimais bien cette idée de faire rentrer une étrangeté qui finalement ne paraît pas étrangère, dont on se rend compte qu'elle est familière. Zina Berachem, nous avons évoqué la collaboration de Leïla Slimani avec Laetitia Corin pour faire une bande dessinée, mais vous aussi, vous avez
collaboré avec un écrivain et pas des moindres, Mathias Sénard, le célèbre auteur de Boussole entre autres, mais tant d'autres, Zone également, Parle-moi de Rois, de batailles et d'éléphants. Vous avez créé ensemble Prendre refuge, qui en fait est chronologiquement votre dernier album en date, paru je crois il y a 2 ans maintenant déjà, oui. Le temps passe vite. Dites-moi un petit peu comment est née cette collaboration, et puis peut-être nous développerons sur la manière dont vous avez travaillé ensemble et ce que ça a pu éventuellement vous apporter ou vous enlever, parce que ça n'est pas exclu. Tout d'abord, ça a commencé par une rencontre. Il se trouve que Boussole et le piano oriental sont sortis la même semaine de cette rentrée littéraire en 2015. Donc on a été amenés à se croiser au cours de tables rondes, de salons du livre, de festivals. Et en fait, on s'est un peu reconnus. Moi, je me suis rendu compte que c'était un peu comme un frère. Mathias, lui qui connaît très bien le Moyen-Orient, qui parle arabe. On s'est rendu compte au fil des conversations qu'on avait énormément de points communs. Et puis c'est amusant parce que dans Boussole, il parle aussi d'un musicologue. Enfin, il y avait aussi le lien avec la musique. Et voilà, au fil des conversations, au bout de plusieurs mois, autour d'une bière, il m'a proposé, il m'a dit un truc du genre, quand est-ce qu'on fait une bande dessinée? Moi je dis, quand tu veux, chiche, en me disant, il est certainement très occupé. Et pas du tout. En fait, le lendemain, il m'a envoyé 4 lignes par mail où il y avait déjà tous les ingrédients importants de Prendre refuge, en tout cas les ingrédients qui m'ont donné envie de me lancer dans cette aventure, parce que pour moi c'était une première. J'ai toujours écrit mes propres histoires, et voilà qu'un écrivain me proposait d'écrire avec lui une bande dessinée, donc qui ne serait pas autobiographique, qui serait une fiction, qui ne se déroulerait pas à Beyrouth, où il y aurait aussi des décors que je n'avais jamais dessinés. Enfin, c'est tout un univers en fait que Mathias me proposait, et ça je dois dire, ça m'a beaucoup tentée, parce que c'était l'occasion rêvée justement de faire autrement. Et alors techniquement, comment on a fait? Il m'a d'abord proposé un synopsis assez court finalement, donc je savais qu'il y aurait 2 histoires, enfin dans son idée je savais qu'il y aurait 2 histoires superposées, 2 histoires d'amour qui se dérouleraient, l'une à Berlin de nos jours et puis l'autre en 1939 à Bamiyan en Afghanistan, et j'ai compris assez vite qu'il avait envie de mettre ces histoires en écho, qu'il n'y aurait pas vraiment de lien narratif entre ces histoires. Et j'attendais, l'ayant lu, j'attendais du Mathias Sénard. Et c'était très intéressant parce qu'il a fait le choix de ne pas écrire comme d'habitude, lui non plus. D'habitude, c'est très très dense, oui. Très détaillé, voire trop, j'ai envie de dire. Et là, pas du tout. Là, pas du tout. Il m'a surpris parce qu'il m'a proposé des dialogues uniquement. Donc, le premier jour, j'ai reçu une page A4 de dialogues. Et en fait, tout était à inventer. Et ça, c'était extraordinaire d'avoir cette liberté. En gros, j'avais 15 lignes de dialogue et c'était à moi de trouver le physique des personnages, leur visage, leurs expressions, le décor, les décors d'ailleurs, la manière dont ils se meuvent, enfin tout ça, c'était à inventer. Au départ, on a mis un peu de temps à trouver une façon de travailler, surtout qu'on ne vit pas dans la même ville. Enfin, c'était un peu en mouvement. Mais c'est ça qui était intéressant aussi, c'est qu'à tout moment, on s'échangeait. Alors, au départ, il écrivait, puis moi, je recevais ses dialogues, je découpais la scène, je la crayonnais, puis au moment du crayonné, je me rendais compte qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, ça me donnait des idées pour la scène d'après qui n'était pas encore écrite, donc je lui proposais, et ça a fonctionné comme ça, comme une espèce de longue conversation qui a duré 2 ans, à bâton rompu, par WhatsApp, par mail, parfois on arrivait à se voir, donc on se montrait des choses, mais ce qui était intéressant pour moi, a posteriori, c'est que finalement, c'est un peu comme s'il m'avait demandé, sans me demander clairement, que le dessin prenne en charge toute une partie du récit. Parce qu'évidemment, il y a les dialogues, on comprend l'histoire, mais il y a toute une dimension très symbolique, très poétique que l'image
propose, qui n'était pas forcément prévu au début, c'était pas forcément prévu comme ça, mais ça s'est voilà, ça s'est développé au fur et à mesure, ce qui fait que j'ai beaucoup travaillé, bon, je le fais toujours, ça, de travailler la double page, toujours une page en regard de ce qu'il y a en face, par rapport à la composition, l'équilibre de la double page, mais là, c'était poussé au degré maximal de l'exercice. J'avais presque envie de sortir de la double page. D'ailleurs, le livre est un peu plus profond que le piano oriental, qui est un format, disons, classique de roman graphique. Et voilà, tout ça a été assez passionnant et très libre jusqu'à la fin. C'est-à-dire on a réussi à faire à deux ce que je fais en général seule, c'est-à-dire démarrer un récit avec une idée ou parfois même une phrase très précise, quelques mots, quelques dialogues, et puis des envies de dessin. Et moi, en général, seule, je me laisse aller. Il y a des choses qui adviennent en cours de route, d'autres que je jette. Enfin, je n'ai pas du tout de grille, de plan, enfin un peu quand même. Mais c'est-à-dire que traditionnellement, dans la bande dessinée, alors maintenant chacun fait comme il veut, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à écrire un scénario, le découper ensuite, et après seulement dessiner l'histoire. Et voilà, moi j'aime tout faire en même temps, et on a essayé de le faire à deux, et c'était très enrichissant. Vous disiez tout à l'heure que vous avez eu le sentiment qu'il vous avait laissé un grand espace pour créer votre propre récit d'une certaine façon. Je me tourne vers vous, Léla. Enfin, j'ai l'impression que de toute façon, on ne propose pas à Zeina Abirached de faire un album ensemble si c'est pour lui demander uniquement d'illustrer. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une dessinatrice qui est dans la narration de fait, n'est-ce pas ? Absolument. Moi, je suis en train de terminer une bande dessinée là avec Clément Aubrerie sur une femme qui s'appelle Suzanne Noël, qui a été une très grande chirurgienne esthétique, qui a soigné les gueules cassées, qui a fait le fameux premier lifting de Sarah Bernard, etc. Donc on a travaillé exactement un peu comme ça. Donc j'ai fait au début une histoire, ensuite j'ai essayé de la couper par cases, ensuite lui il a fait des premiers dessins qui sont comme des espèces de brouillons pour me dire ah cette scène que tu as écrite en fait ça marche pas vraiment, ou à l'inverse celle-là il faudrait que tu la développes, etc. Et je dirais que moi, j'attendais de lui exactement ce que vient de dire Zeina, c'est qu'il raconte aussi l'histoire par le dessin, parce que je crois qu'un des fantasmes les plus profonds de beaucoup d'écrivains, c'est le peu de mots. En fait, ce dont on a envie, c'est peu de mots. Quand on écrit un livre, ce qu'on voudrait parfois, c'est presque, vous voyez, l'essorer comme ça, et qu'il en reste une image très forte, une couleur. Hein. Et vraiment, j'ai réussi à satisfaire cette envie à travers la collaboration avec des dessinateurs, parce que parfois, l'image mentale qu'on a d'un coup, elle va prendre corps, on la voit, et il y a tous les symboles, voilà. Et je crois que tout écrivain a envie de ça, de très peu de mots. Est-ce que c'est un milieu, Zeina, dans lequel vous avez le sentiment de vous faire votre place, alors je ne parle pas de notoriété, hein, mais votre place facilement en tant que femme, déjà, et peut-être aussi en tant que femme venue d'ailleurs? Bon, c'est vrai que c'est plutôt un métier masculin, enfin de moins en moins aujourd'hui, mais bon. Moi, ça m'arrive quand même encore aujourd'hui qu'on me dise « Ah, vous écrivez aussi ?» parce que traditionnellement, les femmes dans la bande dessinée étaient plutôt des coloristes. Et donc, il y a évidemment cette chose-là qui est encore assez présente. Mais alors, moi, j'ai pas eu l'impression de devoir me battre énormément, mais c'est vrai que quand je suis arrivée en France, oui, j'aurais pu me dire que j'avais la double difficulté, disons, d'être femme et d'origine arabe, enfin libanaise en l'occurrence, enfin voilà. Mais en réalité, ça ne m'a jamais empêchée de rien faire. On parlait un peu, enfin, au tout début de la conversation, tu parlais de sororité et de la manière dont les femmes aussi peuvent s'épauler. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, je pense, comme beaucoup d'entre nous, des modèles féminins que j'ai choisis, hein, qui sont un peu mes marraines de cœur, qui sont des femmes que j'admire, qui sont sculptrices, écrivaines, enfin... Et ça m'enrichit beaucoup et ça me porte. Vous a galvanisé d'une certaine manière, ça vous a oui, donné en tout cas, je me sens tout à fait légitime et tout à fait appartenir à quelque chose d'existant et de positif.
Leïla, vous avez dit que vous allez faire un album sur cette célèbre chirurgienne. Vous avez, vous, des modèles qui vous ont porté ou qui vous portent encore et qui font partie de ces femmes qui, si besoin était, dans des moments de doute, vous rappellent votre légitimité, en tout cas, ne serait-ce que mentalement, même si vous ne les connaissez pas forcément? Ah oui, bien sûr. Moi, je trouve que c'est très important d'avoir ce que j'appelle une sorte de matrimoine, c'est-à-dire de ne pas avoir que ces figures. Il y a aussi des figures masculines que j'admire énormément et dont je me sens sœur ou dont je me sens très proche. Mais bien sûr, il y a des figures de femmes qui sont extrêmement importantes pour moi. Il y a beaucoup de poétesses, en particulier Anna Akhmatova, qui est vraiment une auteure qui m'accompagne presque. Il y a des auteurs comme ça dont j'ai le sentiment qu'elles sont presque mes sœurs, que je les connais très bien, qu'elles me connaissent très bien. Il y a Virginia Woolf aussi, dont je relis l'œuvre constamment, dont le journal m'accompagne absolument partout. Et il y a Marguerite Duras aussi, qui a été très importante pour moi. Il y a également une sociologue marocaine, qui est surtout très célèbre dans le monde anglo-saxon, puisqu'elle écrivait en anglais, qui s'appelle Fatema Mernissi, et que j'ai très bien connue, et qui m'a beaucoup aidée au début, qui m'a beaucoup appris à être libre, à me dépasser, et qui justement, elle me disait au contraire d'évacuer toutes ces questions de légitimité. Moi, je crois à une seule légitimité, c'est le travail et le talent. Je crois que c'est la seule chose pour un artiste qui est important et qui est fondateur, c'est l'exigence vis-à-vis de soi-même. De toute façon, jamais un artiste ne pourra se reposer entièrement sur une légitimité qui serait liée à son origine ethnique. Ça ne marche pas, parce que quand on est habitué à se lever tous les jours, à se mettre devant une feuille de papier, on se rend bien compte que la seule légitimité, finalement, c'est celle-là. Moi, je me rappelle par exemple Laetitia, quand on a travaillé avec elle sur ce livre, au début, elle a eu peur. Elle m'a dit, mais est-ce que tu penses que moi, en tant que jeune femme occidentale, j'ai le droit de raconter cette histoire de personnes? Mais je lui dis, mais évidemment, ta seule légitimité, elle est au bout de ton crayon, c'est tout. Et je pense qu'on n'a pas à se justifier vis-à-vis de ces choses-là. C'est pour ça qu'on devient artiste, justement, pour oublier ces choses-là, pour pouvoir totalement s'inventer. Est-ce qu'on peut complètement oublier? Je m'explique. Quand on est une artiste avec une double culture, totalement habitée par ces deux cultures, est-ce qu'il est possible, et surtout là où on a grandi, je pense pour vous le Liban, Zeyna, pour vous le Maroc, Leïla, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que quoi qu'il arrive, dans son œuvre, ce sera toujours présent? Ou je me trompe? Je ne sais pas. Non, moi, j'ai pas ce sentiment. Moi, par exemple, je me sens très russe. Parfois, j'ai l'impression d'être un vieux russe. Et je me sens parfois j'ai l'impression d'être une fermière du sud des États-Unis à l'époque de Faulkner et de Flannery O'Connor. Je me sens péruvienne, je me sens plein de trucs, honnêtement. Et très souvent, je me sens pas du tout marocaine et pas du tout française. Ce ne sont que des mots pour moi. Alors les gens, ils me disent, oui, mais bon, c'est écrit sur mon passeport, mais qu'est-ce que ça dit de moi? Ça ne dit rien de moi. Il y a 1000 façons d'être marocain, il y a 1000 façons d'être français, et parfois, on voit quelqu'un qui est totalement étranger et on se rejoint, on a l'impression d'être... Vous savez, par exemple, au Maroc, les gens disent la femme marocaine et tout, mais moi, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est un truc profondément fasciste, le truc de dire... Parce qu'à un moment, ils disaient que mon livre portait atteinte à la femme marocaine, mais moi, je ne l'ai jamais rencontrée, la femme marocaine, je ne sais pas qui c'est. Donc non, alors, franchement, je me sens plein de trucs, et souvent, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous disais la dernière fois, moi, je ne sais pas du tout qui je suis. C'est extrêmement flou, et j'espère que je le saurai jamais. J'espère que je vivrai dans cette brume jusqu'à la fin, à la quête peut-être de moi-même. Je pense que la seule chose qui est importante, c'est pas qui on est, c'est qu'est-ce qu'on fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir qu'est-ce qu'il y a écrit sur mon passeport. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si je suis quelqu'un de bien, si je suis cohérente avec mes valeurs, si je me comporte de manière digne dans la vie. Les gens qui passent leur temps à vous dire qui ils sont, moi, je m'en méfie assez souvent. Je suis un peu soupçonneuse. Je préfère les gens qui se contentent d'avoir des actes, un peu bien. Et je me fiche de savoir ce que sont les gens. Et alors vous, Zeyna, après ce que vous avez entendu, vous avez la pression, allez-y. Pas mieux. Mais en revanche,
Moi, jusque-là, c'est vrai que tous mes livres parlent de l'endroit d'où je viens, c'est-à-dire voilà, le Liban, Beyrouth, toutes ces questions ces questionnements autour de la mémoire, de la transmission, de ce qu'on fait de tout ça quand on part. Donc, je suis peut-être moins russe que toi. Je suis encore dans cet humus-là. Et il me... Vous dites d'ailleurs dans l'album, hein, je reviens au Liban, je rentre au Liban. Je rentre en France aussi. Et vous rentrez formidable. En France, ouais. Oui, non, mais ça c'est génial quand même. Enfin, c'est quelle chance. On est à la fois toujours exilé et toujours chez soi. Moi, j'ai décidé d'être toujours chez moi. C'est quand même beaucoup plus agréable pour tout le monde. Enfin, ça dépend des gens, mais pour moi, c'est mieux, c'est plus agréable. C'est vraiment, enfin, c'est un peu comme une décision consciente que j'ai décidé de me sentir chez moi partout. Parce qu'au début, en effet, on tâtonne. Je me souviens, moi, les premiers temps où je revenais au Liban, on me traitait de parisienne, par exemple, ce qui était absolument injuste parce que j'étais partie 6 mois. Enfin bon, tout ça pour dire que oui, que jusque-là, c'est vrai que tout ce qui me fait écrire et dessiner vient plutôt de l'endroit d'où je viens. Même le livre avec Mathias, il s'agit de l'Orient, aussi du pont entre les langues, les cultures, etc. Mais le problème aussi avec l'endroit d'où je viens, qui est le Liban, c'est qu'il ne nous laisse pas beaucoup de répit. Là, je m'étais lancée dans une fiction inspirée d'un fait réel qui a eu lieu dans les années 50. Donc je me suis dit, chic, pour une fois, je vais inventer une histoire d'amour qui se passe au temps des paquebots et des messageries maritimes et les voyages dans la Méditerranée. Bon, on est encore dans la région, hein, mais c'était censé être une fiction inventée. Et en fait, je suis constamment rattrapée par la réalité. Là, voilà la catastrophe du 4 août dans le port de Beyrouth. J'étais justement en train de dessiner des planches où on voit le port, et bien tout d'un coup, le port n'existe plus. Donc, comment faire avec cette réalité quand on s'est lancé dans quelque chose qui ressemblait plutôt à de la fiction, même si ça se discute, mais... donc voilà, il y a on en revient à la question on en revient à ce que vous disiez en tout début de conversation, c'est la nécessité de fixer sur le papier des images qui disparaissent à tout moment. Et le problème, c'est que ça va trop vite. C'est-à-dire, moi, j'ai plus le temps là je me sens complètement dépassée par la situation, surtout que, voilà, la tentation est grande de se dire que justement cette histoire qui est censée être une fiction qui se déroule dans les années 50 peut avoir que je peux la tordre, la faire se déhancher pour arriver jusqu'à l'actualité. Le problème, c'est que c'est souvent aussi j'ai parlé d'urgence depuis le début. J'ai dû utiliser ce mot 4 ou 5 fois, mais c'est vraiment ça, en fait. Je réagis... Enfin, tous les livres que j'ai écrits sont arrivés avec ce sentiment de... Je ne pouvais pas faire autre chose, en réalité. C'était ça qu'il fallait raconter. Et voilà, donc ce sont des... Je pense que j'en ai encore pour quelques années avec cette histoire-là. Leïla Slimani, ce sentiment d'urgence quand vous choisissez votre sujet, vous l'avez, c'est-à-dire de dire il faut que ça sorte. Quand vous avez écrit le pays des autres, par exemple, c'était une envie simplement, entre guillemets simplement, ou vraiment une nécessité absolue. C'était le moment où il fallait écrire cette histoire qui, donc, je le rappelle, retrace le parcours de votre propre famille, mais à travers évidemment un texte romancé. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais moi, quand j'écris, c'est vraiment l'inverse de « il faut que ça sorte ». Ça serait plutôt « il faut que ça rentre ». C'est-à-dire c'est quelque chose de très, très intérieur. C'est-à-dire il faut que j'arrive à l'intérieur de moi, dans ma tête, dans mes rêves, dans mes fantasmes, dans la façon dont je me raconte mon histoire intérieure. Il faut que je construise ça. Je ne le vis pas du tout comme quelque chose que je devrais exprimer ou expulser de moi. Donc, ce n'est pas véritablement une urgence, c'est plutôt une sorte
comme une mélancolie, le sentiment de l'insaisissable. Quand on est écrivain, c'est comme quelqu'un qui essaierait vous voyez, quand il pleut, de retenir la pluie dans ses mains ou de retenir un flocon de neige, parce que vous savez très bien que ça va fondre, donc vous courez derrière quelque chose qui vous... Voilà, dont vous savez très bien que vous allez en être dépossédé. Donc vous tentez de fixer des moments, vous essayez de retrouver par une scène, par quelque chose, une trace de votre passé, d'un récit que vous avez fait. Mais tout ça est extrêmement intérieur. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'un rêve ou qu'un fantasme. Quand le lecteur va prendre votre livre et va le lire, c'est que lui aussi vive dans cet intérieur et dans cette intimité. C'est peut-être pour ça aussi que pour moi, la question territoriale n'est pas tellement importante, parce que j'ai toujours eu le sentiment que ce qui était important, c'était la patrie intérieure, la vie intérieure. Moi, j'ai un souvenir très très fort, quelque chose qui m'a marqué pour toute ma vie, quand mon père a été incarcéré pendant quelque temps, et quand il est sorti, la chose qu'il m'a dit, tu sais, il y a quelque chose que personne ne peut jamais avoir, quelque chose que personne ne peut jamais atteindre. J'ai découvert que véritablement, il y a dans notre vie intérieure un secret, un espace, une chambre obscure qui est toujours à nous. Et n'oublie jamais, il faut que tu préserves cette chambre obscure. Et pour moi, c'est ça, la littérature. Pour moi, c'est ma chambre obscure que j'essaye d'aménager pour qu'elle soit la plus confortable possible. Et vous savez, ce qui est merveilleux dans ce que dit votre papa, c'est que finalement, quand vous nous offrez une bande dessinée, Zéna Abirached, comme Prendre refuge, comme Le piano oriental, quand vous nous offrez des romans ou des bandes dessinées, Leila Slimani, comme Le pays des autres ou Paroles d'honneur, vous nous donnez un petit peu de ce qu'il y a dans votre chambre obscure et nous en sommes infiniment reconnaissants. J'espère qu'il y aura une bande dessinée scénarisée par Leila Slimani et dessinée par Zéna Abirached un jour. Je m'adresse à vos maisons d'édition en le disant. Avec que des personnages aux cheveux raides. Les livres sont publiés chez Casterman et chez Gallimard. Merci infiniment à toutes les deux de ce partage et merci à vous d'avoir été avec nous. Vous les retrouvez en dédicace à l'extérieur dans un instant.